Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une question politique d'une urgence absolue. Une situation qui pourrait carrément redéfinir l'avenir de toute l'Afrique centrale, oui. Exactement. Le document sur lequel nous nous penchons aujourd'hui met en lumière le carrefour critique auquel se trouve la République démocratique du Congo. Nous sommes à 2 ans de la fin du mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi. Donc une échéance prévue pour 2028, c'est bien ça. C'est ça, 2028. Et le texte source pose un choix historique. Il délimite très clairement 3 voies possibles pour le président sortant. La première, c'est le fameux glissement, c'est-à-dire repousser artificiellement les élections. Ce qui n'est jamais bon signe. Non, jamais. La deuxième option, c'est de forcer un troisième mandat. Et la troisième, celle que le texte préconise, c'est de préparer ce qu'il appelle une alternance pacifique, exemplaire et historique en désignant un dauphin, un successeur choisi, quoi. Voilà, c'est là qu'est tout le nœud du problème. Absolument. Et ma position en tant que défenseur de cette approche, c'est que cette stratégie du dauphin, bien qu'elle puisse paraître calculée ou un peu cynique pour certains puristes, c'est la meilleure option pragmatique possible. D'accord, je vois l'argument. Dans une jeune démocratie post-conflit, je suis convaincue que c'est un bouclier vital contre les crises dévastatrices qu'on a connues. C'est une nécessité absolue pour assurer la survie des institutions. Je viens d'une perspective complètement différente. Quand on décortique la réalité de ce qui est proposé ici, on réalise que cette prétendue alternance pacifique n'a absolument rien d'une victoire démocratique. Vraiment ? Rien du tout ? Pour moi, non. Le texte source révèle une approche où le transfert de pouvoir sert avant tout à garantir l'influence continue du président sortant en coulisses. On ne parle pas de créer un environnement où le peuple choisit librement. Mais l'élection aura lieu. Oui, mais c'est pour concevoir une succession hautement contrôlée. Je suis désolé, mais pour moi, c'est le maintien d'une emprise politique personnelle. C'est juste habilement déguisé sous le vernis d'une transition électorale légale. Alors, attendez, regardons la réalité en face et remettons les choses dans leur contexte immédiat. Vous voulez bien ? Je vous écoute. Le texte procède par élimination et sa logique s'appuie sur des traumatismes très récents. Il mentionne explicitement le précédent de Joseph Kabila. Pour bien comprendre, il faut se rappeler ce que signifie un glissement en RDC. Oui, les années 2016 à 2018. Exactement, le pouvoir de l'époque a refusé d'organiser les élections à la fin de son mandat en invoquant des problèmes de recensement et de financement. Ce glissement a entraîné des manifestations massives, Une violence terrible, c'est un fait. une répression sanglante et ça a paralysé le pays. Le texte nous rappelle aussi la tentation du troisième mandat qui finit presque toujours, enfin dans la grande majorité des cas, dans la violence constitutionnelle ou physique. C'est le risque, oui. L'auteur souligne que répéter ces erreurs aura de graves conséquences en interne. Ça va accroître les divisions. Donc, face à ce risque existentiel d'un embrasement total, préparer une transition pacifique via un dauphin n'est pas juste un bon choix théorique. C'est un pis-aller pour vous. Non, c'est littéralement le seul choix de survie pour l'État RDC. En choisissant volontairement de quitter le pouvoir sans violer la Constitution, Tshisekedi deviendrait, selon le texte, un exemple de démocratie en Afrique. C'est un pas de géant, non ? Mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette lecture. Précisément à cause de la façon dont on définit cet exemple. Comment ça ? Est-ce que se contenter d'éviter une guerre civile ou une crise constitutionnelle majeure suffit à créer un modèle à suivre ? Le problème fondamental de ce raisonnement, c'est qu'il abaisse considérablement nos attentes démocratiques face aux dangers. Il s'adapte à la réalité du terrain, c'est tout. Mais le document pose un postulat qui me semble extrêmement dangereux. Il sous-entend que la survie de la démocratie congolaise dépend entièrement du bon vouloir d'un seul homme. D'un chef d'État, oui ? D'un homme qui accepterait par grande bonté de ne pas saboter son propre système. Si les institutions ne tiennent qu'à l'approbation d'un président qui décide de ne pas s'accrocher illégalement, alors ces institutions sont d'une fragilité alarmante. Elles sont jeunes, c'est normal qu'elles soient fragiles. Peut-être, mais en élevant l'évitement d'un coup d'État constitutionnel au rang de modèle historique, on participe à une culture politique toxique. On récompense les dirigeants simplement pour ne pas avoir commis de crimes contre leur propre constitution. C'est une critique très idéaliste, ça. Mais comment vous faites concrètement ? La politique ne se fait pas dans l'absolu, elle se fait avec les rapports de force existants. Permettez-moi d'utiliser une analogie pour illustrer ce que propose le texte. Pensez-y comme au PDG fondateur d'une immense entreprise complexe.
Quand vient le moment de se retirer, il ne s'en va pas simplement en jetant les clés en l'air, en espérant que le conseil d'administration trouve quelqu'un de compétent par magie. Non, il prépare la suite. Exactement. Il prépare un plan de succession, il soutient un membre de son équipe de direction, quelqu'un qui comprend sa vision, tout ça pour assurer la stabilité des marchés et rassurer les investisseurs. Je vois où vous voulez en venir. Dauphin en RDC serait-il soudainement perçu comme antidémocratique? Parce que le contexte est totalement différent. Mais c'est une pratique universelle pour assurer la continuité politique et éviter le chaos. L'analogie de l'entreprise est intéressante, je vous l'accorde, mais elle a des limites très sévères quand on l'applique à l'appareil d'État en RDC. Quelles limites, par exemple? Dans une entreprise, le PDG n'utilise pas l'armée, les services de renseignement ou le trésor public pour écraser les entreprises concurrentes ou forcer les actionnaires à voter pour son successeur. Le texte ne dit pas d'utiliser l'armée. Et c'est là que le texte source est très révélateur par ses sous-entendus. Il murmure à l'oreille du président « Préparez votre dauphin et il aura plus de chances de gagner. Mais expliquez-moi, comment et pourquoi ce dauphin aura-t-il plus de chances ?» Parce qu'il bénéficiera de la popularité du bilan du président sortant. Soyons réalistes. Dans le contexte décrit, ce n'est pas parce qu'il aura les meilleures idées. C'est parce que l'onction présidentielle vient avec toute la machinerie de l'État. Ah, vous présumez de la fraude, là. Je présume d'un déséquilibre structurel. Cela signifie que les gouverneurs de province, les médias d'État et l'administration électorale risquent d'être mobilisés pour assurer cette victoire. Dans une démocratie mature, comme vous dites, le successeur doit affronter un processus équitable. Bien sûr. Mais ici, le texte vend l'idée que le président sortant peut littéralement garantir la victoire de son dauphin. Ce n'est pas une compétition juste, c'est un transfert de propriété. Attendez. Je veux être sûr de bien comprendre votre objection. Vous dites que le simple fait de choisir un dauphin implique inévitablement une manipulation massive des institutions de l'État. Je dis que le texte l'encourage implicitement. N'est-ce pas prêter une intention malveillante à une stratégie qui vise avant tout à unifier un camp politique? Le but, c'est d'éviter qu'il ne s'entre-déchire. Le texte précise bien que cette stratégie évite les divisions au sein du pays. Des divisions au sein du parti au pouvoir, surtout. Mais une transition brutale vers l'opposition ou un vide du pouvoir avec des dizaines de candidats du pouvoir qui s'affrontent, ça engendre une instabilité féroce. Ce n'est pas prêter une intention malveillante, c'est simplement analyser les mécanismes du pouvoir tels que le texte les conçoit. Regardez la garantie explicite que l'auteur offre au président. Laquelle? Il écrit « La victoire de votre dauphin ou dauphine sera aussi la vôtre ». Cette phrase est cruciale, vous ne trouvez pas? Elle est symbolique, elle souligne l'héritage politique. Non, elle indique que l'élection n'est pas conçue comme un transfert de pouvoir au peuple souverain, mais comme une procuration. L'auteur propose à Tshisekedi de rester le véritable détenteur du mandat. C'est une interprétation très sombre. C'est l'essence même d'une succession contrôlée. On ne consolide pas l'alternance démocratique. On en crée une illusion pour satisfaire la communauté internationale tout en conservant les leviers de commande. Mais n'est-ce pas précisément cette garantie, cette assurance de conserver une certaine pertinence qui rend la transition pacifiquement possible? Ah, on en arrive aux compromissions. Le texte aborde ici un mécanisme institutionnel que je trouve fascinant et extrêmement pragmatique, le statut de deuxième sénateur à vie. Un statut très controversé. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est brillant. Nous savons très bien pourquoi les dirigeants s'accrochent au pouvoir en Afrique centrale ou ailleurs. C'est la peur du vide. C'est la peur de perdre son immunité. Oui, la peur des poursuites judiciaires, clairement. Exactement, la peur des représailles, du nouveau régime. Ou simplement l'incapacité psychologique de redevenir un citoyen ordinaire après avoir été au sommet absolu. En garantissant ce statut de sénateur à vie, le texte propose une porte de sortie digne. Digne pour lui, peut-être. Il désamorce la bombe de l'ego. L'auteur comprend que pour qu'un leader cède le pouvoir exécutif formel, il faut lui offrir une compensation symbolique et protectrice. C'est un amortisseur de crise. Sans ça, le président serait poussé à forcer le troisième mandat. Je suis désolé, mais je ne peux pas accepter l'idée que ce statut de sénateur à vie ne soit qu'un amortisseur honorifique ou une simple compensation symbolique pour flatter l'ego. Et pourquoi pas, c'est ce que font beaucoup de démocraties. Regardons comment le texte lui-même vend ce statut au président. Il dit « Votre influence restera grande au pays ». Comment un ancien président maintient-il une grande influence en RDC s'il n'est plus à la présidence? Par son aura,
par son expérience politique. Non, ce n'est pas en faisant de beaux discours au Sénat, hein. Il maintient cette influence parce que, pendant qu'il prépare son fameux dauphin, il s'assure de placer ses fidèles absolus à la tête de la hiérarchie militaire. Vous extrapolez le texte là. Pas du tout. Il place ses hommes à la tête de la garde républicaine, des cours de justice, et surtout, il garde le contrôle financier du parti majoritaire. Attendez, soyons précis. Vous suggérez que le rôle de sénateur à vie n'est pas une retraite dorée, mais une fonction de contrôle actif sur le nouveau gouvernement? Absolument. C'est exactement ce que promet la notion d'influence grande couplée à un dauphin redevable. Redevable jusqu'à un certain point seulement. Si le futur président sait qu'il doit sa victoire entièrement à la machine politique de son prédécesseur et que ce prédécesseur contrôle toujours les réseaux de sécurité depuis son siège de sénateur à vie, le nouveau président est de facto un otage institutionnel. Un otage, hein? Le mot est fort. Mais c'est la réalité. Ce que le texte propose, consciemment ou non, c'est la création d'un pouvoir bicéphale, un président officiel qui inaugure les chrysanthèmes et une autorité morale de l'ombre qui détient le véritable pouvoir coercitif. C'est un procès d'intention. Ça n'a rien d'une jeune démocratie qui se renforce, c'est un oligopole politique qui s'institutionnalise pour empêcher toute véritable respiration démocratique. Le pouvoir de l'État reste la propriété privée d'un cercle restreint. C'est un scénario sombre que vous dépeignez là, mais je pense qu'il ignore un élément central du texte, la finalité de cette démarche. Et quelle est cette finalité selon vous ? Ou la détruire. L'objectif affiché est la consolidation. Un objectif de façade ? Vous parlez de respiration démocratique, mais que veut le citoyen congolais moyen à Goma, à Lubumbashi ou à Kinshasa? Ce citoyen, il veut la paix. Bien sûr, tout le monde veut la paix. Il veut que les écoles restent ouvertes. Il veut que l'économie ne s'effondre pas à cause de mois d'émeutes post-électorales. Si cette stratégie du dauphin, même avec ses imperfections et ses arrangements en coulisses, permet d'éviter les chars dans les rues, n'est-ce pas un compromis que nous devrions célébrer? Célébrer ? Non. Tolérer peut-être, mais pas célébrer. Dans une nation qui a connu des décennies de guerre civile sanglante, la stabilité institutionnelle a une valeur inestimable. Un pont imparfait qui vous fait traverser l'abîme, ça vaut mieux qu'une théorie architecturale pure qui vous laisse tomber dans le ravin. Je vous rejoins sur un point, ce souci de la stabilité citoyenne est tout à fait légitime. Et c'est, de loin, l'argument le plus fort en faveur de ce pragmatisme. Merci, au moins on s'accorde là-dessus. Cependant, l'histoire politique nous enseigne qu'un pont imparfait ne dure qu'un temps s'il est construit sur des fondations factices. Ce que vous appelez la stabilité institutionnelle par le contrôle d'en haut crée en réalité ce que j'appellerais l'effet de la cocotte minute. La cocotte minute. Oui. Si l'élection de 2028 est perçue par la population non pas comme un véritable choix, mais comme un tour de passe-passe où le président sortant nomme son successeur, enfin, en utilisant les ressources de l'État, vous accumulez de la frustration. Passer le successeur est compétent. Vous bouchez la valve de la pression démocratique. Et sans valve, la cocotte minute finit toujours par exploser, souvent avec une violence bien pire que si la transition avait été véritablement ouverte. Vendre l'illusion d'une alternance, c'est semer les graines de la prochaine crise de légitimité. Le texte masque brillamment ce danger sous le mot de survie. Mais si l'on écarte cette stratégie du dauphin, comment évitez-vous concrètement cette explosion? Le texte affirme très clairement que les options alternatives, le glissement ou le troisième mandat, conduisent directement à ces violences. Parce qu'il omet la seule vraie option démocratique. L'auteur s'adresse à un chef d'État qui est aux commandes. Attendre de ce chef d'État qu'il devienne soudainement un arbitre neutre, totalement détaché de l'avenir de son propre parti, c'est de la pensée magique. C'est ce qu'on attend d'un homme d'État, pourtant. Aucun homme politique au monde ne fonctionne ainsi. Le texte navigue dans le domaine du réel. En lui disant « préparez votre dauphin », l'auteur utilise peut-être l'appât de l'ego et de l'influence, oui. Mais c'est pour l'amener à poser un acte qui servira l'intérêt supérieur de la nation, une passation de pouvoir dans le calme, respectant le calendrier. Le problème réside dans l'absence criante d'une autre voie dans l'analyse de l'auteur. Le texte encadre la pensée en forçant le lecteur, et donc le président, à accepter un dilemme extrêmement restreint. C'est un dilemme réaliste. C'est soit le chaos illégal, soit la continuité contrôlée par un dauphin. L'auteur omet brillamment la possibilité d'organiser des élections transparentes, de laisser la commission électorale faire son travail en toute indépendance, Dans un monde idéal, oui. et de laisser les urnes décider que le vainqueur soit du camp présidentiel ou de l'opposition. En invisibilisant cette option de démocratie véritable, le texte agit comme un manuel de survie pour l'élite dirigeante, pas pour les institutions.
On utilise le vocabulaire de l'orthodoxie démocratique pour valider la conservation du pouvoir. Je comprends vos réserves sur ce qui n'est pas dit dans ce document. Mais si nous devons synthétiser les enjeux de notre discussion, je maintiens que ce texte propose un compromis historique, lucide et vraiment adapté à la rudesse du contexte. Un compromis dangereux. Il reconnaît les réalités brûlantes du pouvoir en RDC, en érigeant une barrière stricte contre les dérives autoritaires frontales, que serait un troisième mandat ou un glissement temporel illimité. Il protège l'édifice constitutionnel. Temporairement, tout au plus. La stratégie du dauphin, associée à la garantie de sécurité que représente le statut de sénateur à vie, agit comme une mécanique de désamorçage. Cela permet à cette jeune démocratie de franchir un cap critique et d'éviter que le pays ne sombre dans le sang pour une question de succession. C'est l'ordre du possible. Et de mon côté, je réitère ma profonde méfiance face à ce pragmatisme qui s'apparente trop souvent à de la résignation, vous savez. Je ne dirais pas résignation, non. Malgré nos divergences fondamentales sur la nature de cette transition, je pense que nous nous accordons sur une vérité indéniable portée par le document. Laquelle? Le moment présent, ces 2 années avant l'échéance de 2028, c'est le creuset où l'avenir de la République démocratique du Congo est en train de se forger. Le texte a le mérite absolu de poser le problème sur la table avec une clarté brutale. Absolument. Les conséquences désastreuses d'un refus de l'alternance sont réelles. L'urgence du choix mise en avant par l'auteur est incontestable. Car les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sismiques sur tout le continent africain. Tout à fait. L'auteur nous force à regarder les fondations du pouvoir politique en face. Vaut-il mieux accepter un compromis imparfait, orchestré par les élites, qui maintient la paix civile, ou doit-on exiger une transparence absolue au risque de faire exploser le système tout entier? C'est la grande question. C'est le funambulisme terrifiant de la politique dans les démocraties émergentes. À nos auditeurs, nous vous invitons à examiner ces dynamiques de pouvoir par vous-même et à réfléchir à ce choix historique qui se dessine à l'horizon 2028. Merci d'avoir suivi ce débat. À très bientôt.